Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Les talibans viennent désormais d'interdire aux femmes de parler entre elles en Afghanistan. Comme d'habitude, nous autres, les talibans, nous allons passer pour d'horribles tortionnaires. Il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Nous avons réussi à capter et à regarder vos chaînes du câble grâce à Mahmoud, qui s'y connaît un peu en électronique. Quand on a subi les mutations agricoles liées au réchauffement climatique, Les Occidentaux auront vite fait de traiter notre décision de liberticide. c'est là-dessus que les terroristes s'installent. En observant vos dirigeantes comme Aurore Berger, Anne Hidalgo ou Sandrine Rousseau, Au nom de quoi et qui êtes-vous? nous avons décidé, en notre âme et conscience, d'interdire aux femmes de parler entre elles. C'est un objectif de pacification. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, we are at war. Et oui, le 5 novembre, émission spéciale Berkov in all his states pour les élections américaines. Mais en attendant, on a d'autres choses à dire, d'autres choses à faire. Et accrochez vos ceintures, nous allons parler de beaucoup de choses. Alors de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons parler de ce qui se passe avec les associations pour les migrants. C'est vrai, l'État dépense, c'est-à-dire nous, dépensons à pratiquement 1 milliard d'euros pour subventionner un certain nombre d'associations. Pourquoi pas? Mais à quel stade? Et jusqu'à quel stade? Nous allons en parler avec la députée Brigitte Barège. Parce que, effectivement, il est temps de connaître les vrais chiffres, les vraies réalités. Et puis, on va parler de l'Afghanistan. Vous savez, on ne parle pas de l'Afghanistan beaucoup. Et ce qui se passe avec les talibans, eh bien, ils interdisent aux femmes de parler entre elles. En ce moment, oui, ils interdisent aux femmes de parler entre elles. Avant, elles ne pouvaient évidemment pas chanter, pas écouter de la musique, pas travailler, pas aller aller à l'école. Eh bien, ça va aller encore plus loin. Et puis, Macron-Maroc sur le réchauffement climatique. Et puis, la Suisse va-t-elle entrer dans l'Union européenne? On ne sait pas. On va en parler aussi, bien sûr. Et en seconde partie d'émission, eh bien, ça va être la culture dans tous ses états, de 13h à 14h, avec Céline Alonso. Nous allons recevoir le producteur Norbert Saada, et nous allons recevoir Micha Aznavour, le fils de Charles Aznavour, pour une célébration de deux géants qui nous ont quittés, Alain Delon et Charles Aznavour. À tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les associations qui interviennent dans le cadre de la politique d'asile, d'intégration et d'immigration ont perçu pour plus de 1 milliard de transferts publics en provenance du budget général de l'État. 1 milliard de transferts publics, dont 981,2 millions de subventions en 2022. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le fric, c'est chic. Ce qu'il faut savoir quand même, et c'est une liste absolument officielle, des associations qui reçoivent des subventions, et c'est le budget 2022, et il n'a pas changé en 2023, il a même augmenté. Alors juste quelques chiffres. Coalia, 148 372 477 euros. France Terre d'Asile, 65 341 297 euros, etc., etc. On pourrait citer, il y en a une dizaine. Ça fait 1 milliard. Et avant-hier, lundi, à l'Assemblée nationale, une députée a pris la parole. Et voici ce qu'elle a dit, un extrait de ce qu'elle a dit. Votre gouvernement est-il un gouvernement pro-immigration irrégulière? Nous découvrons dans le projet de loi de finances 2025 qu'1 milliard d'euros de subventions seraient destinés aux associations pro-migrants. Ce budget a triplé depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2016. Ces associations, nous le savons, sont bien souvent complices des passeurs et des mafias qui ont du sang et des morts sur les mains. Qu'il s'agisse des hommes et des femmes qui périssent chaque année en Méditerranée
ou qu'il s'agisse du sang des Français. Je pense concrètement à l'attentat islamique d'Arras, dont l'auteur avait bénéficié de l'aide de la CIMAD pour être régularisé avec sa famille en 2014 et qui, pour montrer sa reconnaissance, avait assassiné le professeur Dominique Bernard pour réduire l'immigration. Commençons par réduire les budgets de ceux qui l'alimentent et l'encouragent. Bonjour Brigitte Barège. Bonjour. Voilà, c'était l'extrait de ce que vous avez dit, un extrait de ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale. Vous êtes député UDR de Tarn-et-Garonne et vous dites, voilà, il y a un certain nombre d'associations. Mais alors, est-ce que vous êtes contre l'accueil général, ou c'est quoi là? Est-ce que, parce que la France, on le dit, on l'a toujours dit, a été une terre d'asile, est une terre d'asile, mais encore faut-il savoir de quoi on parle et de qui on parle. Alors je voudrais justement que vous précisiez un peu cela. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque un détournement de fonds par rapport à ce que devrait être l'accueil et l'asile selon vous. Exactement, bonjour, merci de m'avoir invité. Effectivement, nous sommes, vous savez, en ce moment à l'Assemblée, dans le vote du budget 2025. Oui. Et l'État nous dit qu'il faut faire des économies. Donc, nous avons suggéré, nous, de diviser par 2 ce milliard qui est destiné justement à permettre l'accueil, l'hébergement des demandeurs d'asile en France. L'État s'est déchargé sur des associations, sauf que on a vu une dérive financière, comme vous l'avez rappelé. Ce chiffre a triplé depuis 2016. On a 1 milliard aujourd'hui. Nous proposons de le diminuer par 2. En laissant encore 500 millions d'euros à dépenser. C'est ça, c'est économiser 500 millions d'euros sur ce budget, c'est ça. Exactement. Oui. Et disons qu'il faut recentrer les dérives de ces associations parce qu'au fond, elles exercent une délégation de l'État. L'État s'est déchargé sur elles en leur donnant la mission d'héberger, d'accueillir, etc. Sauf que certaines d'entre elles sont très militantes, qu'elles exercent des recours contre l'État par rapport aux expulsions d'étrangers et qu'en définitive, on assiste à une impuissance totale de l'État qui se finance lui-même des dérives contre lui. D'ailleurs, j'en ai pour preuve, c'est que la réponse du ministre qui était là, c'était pas M. Retailleau, c'était M. Nasrou. Oui. Il a reconnu qu'il y avait un vrai problème par rapport à la délégation de cette partie de la politique migratoire, qu'une partie des missions à ces structures associatives posait vraiment une question et qu'il était inconcevable que ces missions exercées pour le compte de l'État en matière de cette politique d'immigration ne soient pas conformes à la volonté de l'État qui les a délégués, et il propose d'ailleurs de revoir le périmètre de ces délégations. Donc je pense que nous avons visé juste. Il y a dans ces associations droits de l'homiste qui sont pro-migrants, il y a des gens bénévoles, sympathiques, qui font de leur mieux. Mais à côté de ça, il y a de vrais militants qui sont contre la politique d'immigration de l'État, qui la combattent même, et on n'a pas besoin de mettre l'argent des Français, l'argent public est quand même rare aujourd'hui, pour s'auto-flageller quelque part. Voilà pourquoi nous avons proposé avec le PDR de diminuer par 2 ce milliard, oui. Et autre chose, par exemple, à construire des places en CRA, vous savez, les centres de rétention administrative, donc sur lequel, par contre, le budget de l'État a diminué d'un quart cette année. Vous parlez notamment des OQTF par rapport aux OQTF et aussi. Mais Brigitte Barège, vous dites dans l'extrait que nous avons diffusé, vous dites quand même que ces associations, alors est-ce que vous avez des preuves, est-ce que, je voudrais qu'on soit concret, vous dites presque qu'ils sont complices des passeurs et du trafic des passeurs, du business des passeurs que l'on connaît, qui est très juteux, hélas pour ces populations vraiment qui, elles, sont victimes, qu'elles soient chez elles ou ailleurs, de ce qui se passe. Mais est-ce que vous avez vraiment des preuves qu'il y a presque complicité ou complicité vraiment? Il y a tous les recours engagés en matière de contestation des procédures d'expulsion engagées par l'État contre ces personnes qui sont malheureusement des victimes, elles aussi, c'est l'esclavagisme moderne, c'est sûr. Mais aujourd'hui, donc, il y a tous ces recours qu'ils ont exercés au nom de ces associations, payés par nos deniers publics. Et puis, il y a malheureusement l'exemple que j'ai cité lors de mon intervention et qui est absolument terrible. C'est-à-dire que l'assassin, le criminel qui a tué, qui a décapité le professeur Bernard, était précisément un migrant accueilli par une association dont je ne dirai pas le nom. Vous l'avez dit, la CIMAD, vous l'avez dit dans votre intervention. La CIMAD. Même si elle fait par ailleurs du bon boulot, pour le coup, eh bien quelque part, ils avaient accueilli cette famille en 2014, eh bien ils ont été très bien récompensés par cet assassinat horrible contre un professeur d'histoire, comme vous le savez. Donc, c'est en ce sens que indirectement, de fait,
l'État devient complice puisqu'il a délégué à ces associations cette mission qui est complètement sortie de son objet initial. Il est temps de remettre de l'ordre là-dedans et on se dit que par le biais... D'ailleurs, j'étais ravie de la réponse du ministre qui a dit on va regarder ça de près. On leur met une pression terrible en ce moment et j'en suis ravie aussi. L'autre jour en commission des lois, nous avions M. Taillot sur un autre budget, toujours pareil sur l'immigration, c'est le contrôle et la lutte contre l'immigration irrégulière. Eh bien, on lui a fait observer qu'ils avaient diminué d'un quart le budget cette année, alors pourtant qu'il affiche... Le budget, vous voulez dire le budget de contrôle de contrôle et de lutte contre l'immigration irrégulière. Donc, il l'a reconnu et il a dit qu'il allait revoir cela par le biais d'un amendement à son propre budget. Et je m'aperçois aujourd'hui on nous parle de retour de charter. Je pense que finalement, en mettant la pression sur le gouvernement, et c'est un peu notre objet, l'UDR, nous arrivons peut-être à faire avancer les choses, en tout cas sur ce sujet qui préoccupe beaucoup les Français. Nous ne faisons pas ça pour nous faire plaisir. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cette submersion migratoire et ce qu'elle engendre en termes de délinquance, de crimes, de barbarie, avec des OQTF, tout le monde, heureusement tous les migrants ne sont pas des assassins, mais enfin c'est toujours... Il ne faut pas dire tout le monde, il ne faut pas jamais généraliser. Jamais. Mais ces assassins sont toujours des migrants. Voilà, il faut le renverser aussi. Mais je reviens à ma question, Brigitte Barège. Quand vous dites effectivement, en fait, la question pourrait se poser, est-ce que l'État devrait s'occuper lui-même de cette politique d'immigration, devrait s'occuper à tous les niveaux et ne pas déléguer aux associations, à votre avis, sur le fond? Je suis d'accord avec vous, on aurait un vrai contrôle, parce que je ne sais pas s'il y a de véritables évaluations. Déjà, le fait que le chiffre est triplé. On est passé de 300 millions d'euros à presque 1 milliard, 965 millions en 2022, on est aujourd'hui à 1 milliard. Donc on voit bien qu'il y a une dérive qui n'est pas du tout contrôlée. Donc je pense que l'État, mais bien souvent malheureusement l'État se décharge sur les collectivités, se décharge sur les associations depuis trop longtemps, pas seulement les sur cette question d'immigration. Il est temps de remettre de l'ordre et de voir les choses de près. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cet amendement nous l'avons soutenu et qui d'ailleurs je m'aperçois qu'il a fait beaucoup de buzz, il est absolument soutenu par une très grande majorité de Français. Et il y a un vrai problème, d'ailleurs je crois que le ministre de l'Intérieur l'a compris, puisqu'il en a fait son cheval de bataille, mais il n'y a pas que des paroles, aujourd'hui il faut des actes. Et c'est un peu l'objet de cet amendement porté par le groupe de Ciotti et de l'UDR. Alors, est-ce que, à votre avis, Madame Brigitte Barège, est-ce qu'à votre avis, Bruno Retailleau, qui effectivement a montré une politique un peu de contrôle accentué et accru, est-ce que son collègue du ministre de la Justice, Didier Migaud, va être d'accord? Est-ce qu'il va emporter la décision du gouvernement là-dessus, ou du Premier ministre, Michel Barnier, à votre avis? Là, c'est une querelle interne à laquelle, hélas, nous ne participerons pas. Mais notre rôle, précisément, c'est d'aiguiller le plus possible le gouvernement dans le sens de ce qui est attendu par les Français et qui l'ont quand même manifesté très largement par leur vote aux européennes et aux législatives. Donc, c'est un sujet, moi, qui me préoccupe en tant qu'ancien maire de Montauban. J'avais alerté déjà le président de la République Macron à Souillac lors du grand débat public sur ce que ça entraîne pour les collectivités, pour la population en général, ce flux migratoire qu'on n'arrive plus à endiguer et qui pose des problèmes partout. Et là, on est sur les sujets de sécurité, mais il n'y a pas que cela. Il y a le problème de l'hébergement d'urgence, le problème du logement social, il y a le problème de ces jeunes, ces prétendus mineurs isolés, qui ne sont pas plus mineurs que vous et moi, et qui ne sont pas tellement isolés. Toutes ces filières qui s'enrichissent, ces mafias sur cette immigration clandestine, c'est là le vrai problème qu'il faut absolument toucher à la base. Et peut-être que par ce biais-là, déjà, on en enlèvera une partie. Alors justement, je voudrais vous demander, parce que ce problème ne date pas d'hier, ne date pas même pas de 2017 et d'Emmanuel Macron, il existe bien avant et vous le savez, mais en tant qu'ancien maire de Montauban, est-ce que vous aviez, concrètement, vous avez senti, depuis quand on a senti cette espèce, et vraiment je pose la question à l'élu local, c'est très important, l'élu de proximité aussi, depuis quand, enfin, pas depuis quand, c'est même pas une question d'année, qu'on a senti effectivement cette espèce d'afflux qui augmentait, avec tous les problèmes que ça posait. Concrètement, dans votre ville, par exemple. Eh bien, moi, je devrais vous dire que ça s'est amplifié dans les 5 dernières années, mais que ça a toujours existé quand même. Et tout ce que les dérives que je vois, notamment sur le logement, c'est malheureux quand même. On dit qu'on manque de logements sociaux, mais ils sont complètement embolisés. On manque de place pour le placement des enfants maltraités, embolisés complètement par les MNA. Il n'y a plus de place pour les Français. Moi, c'est au moment des Gilets jaunes. Vous savez, quand il y a eu le grand débat public, où les gens sur les ronds-points,
avaient des drapeaux tricolores et disaient nous sommes maltraités, plus maltraités que des gens qui viennent d'ailleurs. Alors il y a tout le sujet des retraites, vous savez, des Algériens, mais il n'y a pas là, il y a le logement social qui leur est dévolu. La fraude sociale, on la connaît aussi. La fraude sociale, ça s'est tellement amplifié. Si je devais vous dire, moi, c'est après les Gilets jaunes que je suis intervenue, juste après. Et depuis, ça n'a fait qu'amplifier parce qu'évidemment, les politiques volontaristes de la part de la gauche, il faut quand même dire que ce sont les socialistes qui sont un peu à l'origine de tout ça. Moi, je me souviens que mon adversaire, celle que j'ai battue, législative, Madame Rabault, en 2012, prônait pour le bien-être de la France une arrivée d'au moins, avec le think tank, vous savez, socialiste, il fallait au moins 300 000 immigrés par an pour régénérer notre pays. Vous vous rendez compte? En réalité, aujourd'hui, on est plus de 500 000. On a l'impression que c'est plutôt en chute libre aujourd'hui, que notre pays est loin de se régénérer. Malheureusement, il s'enfonce tous les jours davantage. Donc vraiment, moi, je crois que ce problème, c'est un sujet majeur et qui touche toutes les couches de la société et qui touche tous les sujets que la population est en droit d'attendre, notamment en matière de services publics. Est-ce qu'il faut que je vous parle de l'aide médicale d'État? Enfin, les Gilets jaunes disaient, je n'ai pas le droit, je n'ai pas les moyens de me payer une prothèse pour les yeux, pour les oreilles, pour les dents. Et ces gens-là arrivent à peine arrivés sur le sol français, on leur fait de l'esthétique, on leur fait des choses qui n'ont rien à voir. Et gratuitement, Gratuitement, totalement gratuitement, parce qu'ils sont justement en situation irrégulière. C'est quand même le monde à l'envers. Et on peut comprendre que les Français soient exaspérés. Et nous avons à cœur, nous, d'essayer de redresser les choses dans la mesure de nos possibilités. C'est un peu un de mes combats et je compte m'y atteler avec le groupe porté par Éric Ciotti. Eh bien, écoutez, nous allons suivre tout cela. Merci Brigitte Barège. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est très bien de faire des films sur les violences faites aux femmes. C'est très bien de faire des livres sur les violences faites aux femmes. C'est très bien de parler du matin au soir les néo-féministes qui dénoncent les dérives patriarcales, misogynes. Mais ces néo-féministes, vous savez qu'on entend du matin au soir et du soir au matin dans tous les médias, qui dénoncent quand on boit de la bière un geste patriarcal, qui dénoncent ces salauds de blancs hétérosexuels absolument oppresseurs et tout ça. Mais alors sur l'Afghanistan, on les entend pas. On les entend pas du tout. C'est le silence. Mais c'est aussi le silence en Afghanistan. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole. Mais Pierre Perret, quand les femmes sont grillagées, toutes les femmes sont outragées. Très 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 belle chanson de Pierre Perret. Et ça continue encore et encore, en Afghanistan. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, quelque chose de terrifiant, mais de terrifiant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, elles n'ont pas le droit de parler. Oui, oui. Le ministère, écoutez-moi bien. Les femmes, le ministère, ça s'appelle, en Afghanistan, le ministre taliban de la promotion de la vertu et de la répression du vice. Lundi dernier, le cheikh Mohammed Khalid Hanafi a annoncé que les femmes devaient dorénavant s'abstenir de prier à voix haute et de chanter dans ce cadre, de façon à ce qu'aucune ne puisse entendre la voix des autres. C'est-à-dire que non seulement la femme doit parler très in petto, mais en plus, il ne faut pas qu'elle se fasse entendre. Quand une femme prie, dit toujours le ministre de la promotion de la vertu et de la répression du vice, quand elle passe à ses côtés, quand une autre femme passe à ses côtés, elle ne doit pas prier à voix haute et ne doit pas se faire entendre. Comment pourrait-elle être autorisée à chanter si elles n'ont pas le droit d'entendre les voix d'autres femmes pendant la prière? Donc, défense de chanter, défense de parler. Comme vous le savez, défense d'être découverte, ne fût-ce qu'1 centimètre ou qu'1 millimètre de la surface de son corps ou de son visage, défense d'aller à l'école, défense évidemment de s'instruire, voilà. Et elle dit, c'est une femme qui a déclaré, et vous savez, ils ne nous autorisent même pas à parler au poste de contrôle lorsque nous allons au travail. Dans les cliniques, on nous interdit d'évoquer toute question médicale avec les hommes. Voilà, ça se passe comme ça où? En Afghanistan. Mais alors là, en Afghanistan,
eh ben on les écoute pas beaucoup, nos chères néo-féministes françaises. Pourquoi ne sont-elles jamais allées devant l'ambassade d'Afghanistan à Paris, ailleurs ou dans les consulats dans toutes les villes de France pour dire que c'est insupportable, que c'est intolérable, qu'on arrive à ça. Ne parlons pas de l'Iran où, comme vous le savez, si on se découvre et qu'on voit une mèche de cheveux, vous êtes tabassé, emprisonné, violé et mis à mort. Trop souvent. En Afghanistan, voilà, c'est ça. Les femmes sont invisibilisées, n'existent pas, pire qu'un animal. Et on entend quoi? On n'entend rien. Et j'ai beaucoup aimé, je vous dis, un humoriste qui s'appelle David. Et David, je cherche la référence, évidemment, je l'ai trouvée. David, la chaîne Ganesh 2. Eh bien, il a fait une parodie. Écoutez ce qu'il dit. Alors on voit le ministre afghan et évidemment il lui fait dire tout à fait autre chose que ce qu'il dit, bien sûr. Écoutez. Nous avons décidé, en notre âme et conscience, d'interdire aux femmes de parler entre elles. Nous avons réussi à capter et à regarder vos chaînes du câble grâce à Mahmoud, ici présent, qui s'y connaît un peu en électronique, même si pour nous c'est de la sorcellerie et que nous condamnons cela. Mais nous sommes tombés sur de la télé-réalité, notamment les Kardashians. Et devant l'indécence et l'indigence du propos de ces femmes impudiques, nous avons décidé que les femmes afghanes devaient valoir mieux que cela et de ne pas se perdre dans des commérages et des piaillements incessants. Les Occidentaux auront vite fait de traiter notre décision de liberticide, mais il se trouve que nous avons aussi regardé vos chaînes et qu'en observant vos dirigeantes comme Aurore Berger, Anne Hidalgo ou Sandrine Rousseau, nous sommes bien contents. Les femmes n'ont plus le droit de parler, mais nous faisons cela pour leur bien. Alors écoutez, bon, c'est évidemment, vous avez bien compris que c'était une parodie, mais je vous pose la question, auditeurs, auditrices, résistants et résistantes de Sud Radio. Est-ce que vous pensez qu'en écoutant du matin au soir Anne Hidalgo, Aurore Berger, ou d'autres bien sûr, ou Sandrine Rousseau, moi je serais extrêmement triste de ne plus entendre Sandrine Rousseau, mais est-ce que vous croyez qu'il faudrait interdire aux femmes de parler quand il s'agit de celle-là? Évidemment non, je veux pas qu'on prenne, c'est du 3e degré, s'il vous plaît. Et en même temps, écoutez, si on ne peut plus rire de cela, si on ne peut plus sourire de cela, si on voit justement que, encore une fois je reviens à ça, que ces femmes qui parlent font l'indignation, comme je le dis toujours, 2 poids 2 mesures, font des protestations à géométrie très variable, eh bien comment voulez-vous qu'elles soient crédibles? Si vous ne parlez pas de l'Iran et de l'Afghanistan et leur sort réservé aux femmes, vous ne parlez de rien. Et vous faites du babil dans le vide, que ce soit ça d'ailleurs des hommes ou des femmes, c'est la même chose. Et si vous voulez poser une question ou si vous avez une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff maintenant va revenir sur le voyage de Macron au Maroc et de ses déclarations. Sud Radio. Français parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Voilà, Macron au Maroc, le président de la République au Maroc, pour sceller des accords, pour sceller effectivement la réconciliation après 3 ans de malentendus entre la France et le Maroc, avec, je rappelle, les 122 invités, nous en avions parlé déjà hier, suscitant pour certains quelques polémiques qui sont d'ailleurs assez violentes, mais ça fait partie de la France clivée, il faut bien le dire en ce moment. Et puis quand même, Macron a parlé hier à Rabat, Emmanuel Macron, et il a dit quelque chose d'intéressant, en tout cas de significatif, peut-être de la confusion des gens qui peut toucher les âmes les plus aiguisées, les esprits les plus forts, apparemment. Écoutez donc Emmanuel Macron hier dans la capitale marocaine. Voyez la situation qu'on a eue autour du lac Tchad quand on a subi justement les mutations agricoles liées au réchauffement climatique. Eh bien, on a des situations de migration subie, on a des situations de crise du modèle
justement du développement, et c'est là-dessus que les terroristes s'installent, que les groupes qui portent tous les trafics s'installent, et que la déstabilisation se joue. Alors là, quand même, c'est très intéressant que l'on soit pour, contre, qu'on conteste ou pas le réchauffement climatique. Là n'est pas du tout la question. Mais quand on lit, et ce qu'a fait le président de la République, s'il y a des terroristes, eh bien c'est à cause du réchauffement climatique. Parce que quelque part, c'est ça. En tout cas, c'est un des facteurs qui a joué. Voilà. Et les trafiquants. C'est-à-dire que, allez, on va mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas s'ils en ont discuté, tout le monde sait que le Maroc est responsable de 90% de la production de cannabis et que 90% des cannabis qui arrivent en France vient du Maroc. Est-ce qu'ils en ont discuté? Est-ce qu'il y a eu des accords pris pour peut-être diminuer la production de cannabis ou en tout cas empêcher les passeurs de faire ce qu'ils veulent avec ça? Je rappelle 3 milliards d'euros pour les narcotrafiquants, pas seulement le cannabis, mais la cocaïne et tout le reste. Bien. Eh bien, écoutez, on est au Maroc. On parle de ça, on parle effectivement des trafics, on parle des terroristes. Ah, si je comprends bien, c'est le réchauffement climatique qui a créé Al-Qaïda. Le 11 septembre, c'est à cause du réchauffement climatique. Ce qu'il y a eu à Paris, le Bataclan, réchauffement climatique. L'hypermarché Cacher et Charlie Hebdo, c'est le réchauffement climatique. Pour peut-être apporter un peu de nuance dans ce genre de théorie, de dire ça y est, vous savez, on nous parlait déjà des millions de migrants qui arrivaient à cause du climat et à cause du dérèglement climatique. Ah bon? Ils viennent vraiment pour ça? Est-ce que vous avez constaté depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans que les millions de migrants qui arrivent viennent pour le réchauffement climatique? Ah bon? C'est possible, c'est quand même un peu bizarre de tout attribuer à ça et de dire voilà, on sait maintenant d'où ça vient. On sait d'où ça vient, mais pourquoi alors rien n'a été dit, mais pas un mot, pas un nombre d'un mot, sur ce qui se passe entre le Maroc et la France au niveau du cannabis et du trafic de cannabis. Vous avez entendu un mot là-dessus? Vous avez entendu une phrase là-dessus? Vous avez entendu le début du commencement du prolégomène d'un accord entre la France et le Maroc, peut-être pour la diminution de la production de champs de cannabis? Écoutez, peut-être, renseignez-moi, moi je n'ai rien entendu, mais peut-être que je n'ai pas assez prêté l'oreille. Et donc, il faut quand même savoir ce dont on parle, il faut savoir. Et c'est incroyable, maintenant, tout est réchauffement, tout est attribué au climat. Tout est attribué au climat. Par exemple, c'est intéressant, ce qui se passe à Valence, terrifiant. Vous avez vu l'incroyable tempête à Valence, 51 morts, vraiment des inondations partout dans la province de Valence, en Espagne. Alors on dit que c'est terrible, c'est le climat. On ne rappelle pas quand même, on devrait quand même rappeler qu'il y a eu des épisodes aussi importants d'inondations à Valence, aussi importants. En 82, des centaines de morts dans la région de Valence. En 1987 également. 1831, 1856, 1934, 1962. En l'an 2000, 2021, des inondations historiques ont provoqué des centaines de disparus. Était-ce déjà le dérèglement climatique? Il faudrait savoir, est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de l'imperméabilisation des surfaces dans les villes? Et est-ce qu'il ne faut pas parler de l'écoulement naturel des eaux qui ont été absolument entravés par la construction, par l'urbanisation sauvage, par l'urbanisation galopante, parce que la multiplication de l'habitat individuel, est-ce qu'on n'est pas allé, on a fabriqué des millions de maisons et d'appartements dans des endroits qui pouvaient être sujets, effectivement, à des inondations et à des tempêtes. En tout cas, posons-nous la question, encore une fois, question à tout. Est-ce qu'on a encore le droit de poser des questions, de dire « Ah, vous osez dire que ce n'est pas à cause du climat ?» Vous êtes évidemment un conspirationniste sulfureux, et évidemment à l'extrême. Je ne sais pas à l'extrême de quoi, mais à l'extrême. Je crois qu'il faut faire attention. Il faut arrêter, et vraiment arrêter, comme l'a fait
entre autres notre président de la République, de dire voilà, c'est à cause du climat que effectivement au Sahel, le lac Tchad, eh bien les terroristes sont venus de là. Ah bon? Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé en Libye, par exemple, avec Kadhafi, avec le renversement de Kadhafi, et on ne défend pas ici Kadhafi, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause d'un certain nombre de laisser-faire, de laisser-aller, de transformer les pays d'Europe en maison de passe, où le grand vent souffle, où on ne fait rien, on ne dit rien et on laisse faire? Vous savez, c'était Einstein qui disait... Le plus coupable, ce ne sont pas les criminels, ce sont ceux qui savent qu'il y a crime et qui laissent faire. Je crois qu'il y a un problème. Alors, avant de mettre tout sur le climat et autres raisons, faudrait peut-être commencer à balayer devant sa porte. Et ça, c'est une tâche qui me paraît urgente. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça s'en va et ça revient. Ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un... Eh oui, c'est Claude François, la chanson populaire, magnifique. Alors, vous avez vu qu'en ce moment, il y a des bruits qui vont, qui courent, etc. Eh bien, Bruxelles laisserait tomber le masque dans la négociation avec Berne. Parce que voilà, en ce moment, effectivement, on se dit peut-être la Suisse rentrerait dans l'Union européenne. En tout cas, il y a des bruits qui courent, des rumeurs démenties par certains, encouragées par d'autres. Ah bon, la Suisse, le pays neutre, le pays qui a toujours refusé, d'ailleurs, de rentrer dans n'importe quelle coalition, dans n'importe quel ensemble, dans n'importe quel collectif, rentrer en Europe. C'est quand même bizarre, hein, le franc suisse, ils ont bien gardé le franc suisse, comme d'ailleurs l'Angleterre avait gardé la livre sterling. Et non, mais il paraît que on y penserait. Mais Ursula von der Leyen et la Commission européenne, quand même, il y a quelque chose, c'est qu'ils disent la démocratie directe de la Suisse est contraire aux intérêts des 27 pays de l'Union européenne. Ah bon ? Pourquoi elle est contraire aux intérêts des 27 pays de l'Union européenne? Mais pourquoi? À quel titre? Eh bien, écoutez, à cause du référendum. Et oui, vous avez entendu parler du référendum. Vous savez ce que c'est qu'un référendum. D'ailleurs, dans la Constitution de la Ve République, la Constitution du général de Gaulle, c'était écrit « Le peuple exerce le pouvoir par ses représentants et aussi bien par le référendum ». Voyez, c'est ça. Eh bien, le référendum, depuis 2005, vous avez entendu parler d'un référendum depuis 20 ans? Quand les Français ont dit non à la Constitution européenne par 55% et qu'on s'est assis dessus avec le traité de Lisbonne 2 ans plus tard, ah ben non, référendum, ça va pas. Et la Suisse, eh ben la Suisse vote. La Suisse vote pour tout. La Suisse vote pour tout et son contraire. La Suisse vote en permanence, vous savez, au niveau du canton, au niveau d'une ville, au niveau même d'un quartier, etc. Alors on leur dit aux Suisses, écoutez, c'est très bien, oui, mais ce serait vraiment, on a envie que vous soyez dans l'Europe, vous êtes un beau pays, vous êtes un pays riche, etc. Mais alors il faut abandonner le référendum. Là, on n'aime pas beaucoup le référendum en Union européenne. On n'aime pas beaucoup, parce que vous nous redemanderiez peut-être un référendum sur les accords signés par la Commission européenne avec les laboratoires Pfizer. Vous allez demander un référendum, je ne sais pas moi, sur la santé. Vous allez demander un référendum sur l'immigration. Vous allez demander un référendum sur la sécurité. Non, ça va pas. Nous, les référendums en Europe, en Union européenne, on n'aime pas ça. Non, on n'aime pas ça. C'est pas bien, il y a déjà les élections, ça va, hein, il y a les élections, vous n'allez pas quand même nous rajouter un référendum là-dessus, non. Alors voilà, ils se demandent ce qui va se passer, voilà. Donc, en tout cas, l'Union européenne est très claire. La Suisse, oui, référendum, non. Voilà, on va bien. Il m'étonnerait que la Suisse abandonne cette pratique qui me paraît tellement saine, et je ne suis pas le seul à le penser, de consulter le peuple. Et oui, de consulter le peuple, pas seulement une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans. Non, consulte le peuple de façon régulière. Ça se fera ou ça ne se fera pas? Eh bien, écoutez, qui vivra, verra, qui votera, verra. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
I want to break free. Oui, oui. Là aussi, vous savez, on se pose des questions. Hein. Vous savez, il y a ce merveilleux, la Maison de la Monnaie, le site historique de la Monnaie de Paris, vous savez, sur les quais. C'est un endroit magnifique où d'ailleurs il y a l'un des meilleurs restaurants du monde, enfin il faut le dire, hein, le restaurant de Guy Savoie, qui est 6 à la Monnaie de Paris, mais au-delà de ça, c'est un musée magnifique. La Monnaie de Paris, c'est très beau. Eh bien, il paraît, enfin c'est une idée, paraît-il, du ministre de la ministre de la Culture, Rachida Dati, de transformer le site historique de la Monnaie de Paris en musée africain. Alors, pourquoi pas? Mais écoutez, je rappelle comme ça, que Paris a déjà le musée du Quai Branly, qui est le musée des arts premiers, qui est un très 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 beau musée des arts premiers, justement, des arts africains et asiatiques, qui a été l'initiative de Jacques Chirac, qu'il y a déjà le musée des arts et civilisations d'Afrique, et qu'il y a en plus, qui a été créé assez récemment, le musée de l'immigration. Eh bien, dites-moi, encore, pourquoi on veut transformer? Pourquoi on ne le veut pas? On veut créer un autre musée africain, pourquoi pas? Très bien. Mais pourquoi faut-il déshabiller Pierre pour habiller Paul? Pourquoi faut-il tuer ou massacrer ou vraiment tarauder Pierre pour faire Paul? Non, la Monnaie de Paris est un endroit magnifique, il y a des expositions, il y a des visites, il y a tout cela. Pourquoi voulez-vous changer la chose? Mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et ça suffit de débaptiser, d'enlever les statuts. Enfin, on va pas revenir sur le truc du woke et de la cancel culture. Mais qu'est-ce qu'ils ont, au lieu de s'occuper des Français, qu'est-ce qu'ils ont à vouloir foutre en l'air les bâtiments? Vraiment, foutre en l'air l'histoire, foutre en l'air la tradition, foutre en l'air le patrimoine. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? C'est intéressant.